Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir ici dans notre salon du studio 128 pour parler de santé mentale sans tabou. Aujourd'hui, dans Talk Show, nous allons nous balader avec les sorties de l'hôpital de jour situé à Montreuil, dans le Nord, avec Annabelle. Et nous ferons également un petit peu de jardinage avec Stéphane qui va nous emmener faire une terre happy. Vous comprenez? Mais avant cela, je vous propose d'aller au théâtre avec nos invités du jour. Accueillons maintenant Alain Guillot, bonjour. Bonjour. Et à côté de vous, plutôt en face et à côté de moi, Pierre Leroy, deux comédiens extraordinaires. Salut Bonjour. Pierre. Bienvenue. Enfin, moi, je suis comédien, mais Alain, il est metteur en scène aussi. Hein. Aussi, on va en parler deux casquettes, oui. dans un instant. Mais là, pour le coup, c'est avant tout en tant que metteur en scène que je suis là. Exactement. Merci de préciser, effectivement, Pierre. Je vais te poser des questions dans un instant. Je vais commencer avec Alain, si ça ne t'embête pas. Ah bah Donc, non. Alain, comédien professionnel, oui, metteur en scène de la troupe Influence Scène. Voilà, tout à fait. Alors, Influence Scène est une compagnie qui a pas loin de 15 ans, 20 ans d'existence. Elle est sous Fontenay-sur-Bois. Et là, on est en résidence à Plaisir. Ça veut dire quoi, être en résidence? Alors, être en résidence, c'est une grande chance. C'est-à-dire, c'est un théâtre qui met à votre disposition des moyens techniques, un plateau, des régisseurs, pour vous aider à monter votre projet. Il vous donne aussi un peu d'argent parfois et vous achète une ou deux représentations. Donc, c'est vraiment, être en résidence, c'est un déclic pour un projet. Donc là, c'est avec toute la troupe Influence Scène. Voilà. Vous êtes combien? On est 5 au plateau. 5 au plateau. Voilà. Et alors là, vous avez décidé de mettre en place donc une pièce de théâtre qui s'intitule... Alors, c'est La cabane de l'architecte. C'est une mise en scène de Jean-Luc Paliès. C'est pas moi qui l'ai mis en scène. Je joue dedans. Et c'est un texte de Louise d'Outreligne, qui est l'autrice attachée à la compagnie. Bah, voilà. sans plus attendre, on va regarder la petite bande-annonce. Tandis que mon père attend le premier client. Étoile de mer, restaurant casse-croûte. Est-ce que vous pouvez faire à manger pour 10 à midi? D'accord, marché conclu. J'ai un château de 3,66 m par 3,66 m. Un château où séjourne l'architecte le plus mal logé de la côte. Les échanges entre lui et moi n'étaient pas ceux d'un grand maître à un élève, non. Qui me parlait et qui faisait rêver le gosse que j'étais. Il m'a donné des conseils. Voilà, comme ça. Tu regardes, tu suis. Et me voilà, à 17 ans. Je ne supporte plus mon père. Bon, ma mère pleure évidemment, mais elle sait que je suis arrivée au bout avec mon père. Et me voilà avec ce pactole en poche, parti faire ma vie de garçon à Paris, que j'appellerais mon tour de compagnon. Donc la cabane de l'architecte, c'est un peu l'histoire de la rencontre entre Le Corbusier et un de ses disciples. Voilà, enfin, c'est un petit garçon qui a 12 ans, on est en 1949, il aide son père à la construction et au service dans un petit restaurant, une petite paillote que le père a construit face à la mer, à Roquebrune. Et on voit arriver un vieux monsieur, il est déjà assez âgé, Le Corbusier à cette époque, et est connu, sauf par ces gens-là, bien évidemment, et qui demande est-ce qu'on peut l'accueillir, est-ce qu'on peut lui faire à manger, et puis après, est-ce qu'on peut le loger, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il va passer ses vacances, Noël, Pâques, enfin, il va revenir tous les ans, et il va construire même là-bas, il va construire une unité d'habitation, il va construire une cabane, enfin, il va s'installer. Ça va être sa deuxième maison, sa deuxième demeure. Et il se prend d'amitié pour ce petit garçon, Robertino, qui a 12 ans, et peu à peu, il va être intéressé par la curiosité de cet enfant et il va l'aider. Et il va l'accompagner, il va lui tendre la main et il va peu à peu faire de ce garçon qui a arrêté l'école en 3e, il va en faire un architecte. Un architecte qui va travailler régulièrement, qui va travailler à l'atelier Le Corbusier et qui va aussi accompagner par exemple Charlotte Perriand à la station des Arcs. C'est lui qui a construit la station des Arcs. Voilà, cette énorme station. Énorme station, comme on n'en ferait plus maintenant, il n'y a plus de neige. Cette pièce de théâtre n'a finalement rien à voir avec la santé mentale, quoique
Le Corbusier était quand même diagnostiqué avec le syndrome de spectre autistique, je vais y arriver, Voilà. mais je crois que ce n'est pas vraiment mis en scène Non. sur cette pièce de théâtre. Après, c'est vrai que Le Corbusier, dans sa conception de l'architecture, dans la place qu'il accorde à l'homme dans son architecture, On pourrait se poser certaines questions, effectivement. C'est à creuser. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on vous a invité spécifiquement. Alors, cette représentation, la première a lieu le 21 octobre. Voilà, au Théâtre de Plaisir. Et juste avant cette représentation, il y a ce qu'on appelle un lever de rideau, justement avec un atelier. On vous a demandé pendant cette résidence de vous occuper d'un atelier. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus précisément? Donc, c'est l'association Art Convergence, et Pierre pourra en parler mieux que moi, puisqu'il en fait partie depuis maintenant quelques années, qui, avec Florence Camoin, la directrice du Théâtre de Plaisir, nous a demandé, en tant que compagnie en résidence, si on était intéressé à faire un atelier avec eux. Et sur le principe, ça fait un petit peu partie de notre cahier des charges d'aller vers différents publics. Et on s'est piqué au jeu, et puis en plus il y avait un enjeu, c'était qu'il fallait rendre un petit lever de rideau, c'est-à-dire créer une dizaine de minutes de spectacle juste avant la cabane de l'architecte. Et pour trouver encore une cohérence plus importante, on a pris le thème de l'architecture pour ce lever de rideau. Voilà, la construction, l'architecture dans tous ses états. Et alors cet atelier, qui participe à cet atelier théâtre? Alors, il y a des gens qui viennent d'une institution qui s'appelle La Source, il y a des gens qui viennent d'un foyer. Pierre, toi, tu es... Moi, je suis un peu l'électron libre, mais voilà. Je viens de l'hôpital de jour de Saint-Germain-en-Laye. Oui, et Thibaut et Denis viennent de Versailles, je pense. Ouais, je ne sais pas exactement, en fait, moi d'ailleurs. Vous ne vous posez pas la question, en fait. Non. Tout le monde vient, non, tout le monde vient à l'atelier par plaisir et personne ne se pose la question, ni de quelle est la particularité de chacun. Non. J'avoue que moi, c'est ce que me disait Pierre, il me disait, j'aime bien avec toi, on commence, on ne discute pas, on travaille tout de suite. Ah oui, on ne papote pas avant. Hein. Il arrive sur le plateau et puis on se met au boulot immédiatement. Et donc, c'est une expérience géniale, quoi, d'apprendre. Pendant le printemps, on a fait des exercices de théâtre, d'improvisation, des jeux théâtraux. Ça a été vraiment une découverte de plein de choses. Alors que j'avais déjà fait des choses, mais là, ça a été une découverte. Je me suis éclaté pendant tout le printemps. Et dès septembre, on s'est mis à la création. Et quand on arrive à 14h, à 14h01, non même à 14h30 secondes, on est au travail avec Alain. Alors, on va parler de toi, Pierre, parce que toi, ce n'est pas la première fois que tu montes sur scène, que tu es mis sous les projecteurs. Mais là, c'est sur ce lever de rideau. C'est quoi précisément cette scénette? Oh ben, je vais pas déflorer le spectacle pas tout dire, avant. Hein. Non, je ne vais rien dire. Un petit mot quand même. Mais dans cette scénette, je joue Le Corbusier aussi. Oui. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Est-ce qu'on peut regarder quelques petites images? Parce que nous, on a quelques petites images. Est-ce qu'on peut les regarder? Je sais pas, ça, il faut demander à Alain, c'est lui le metteur en scène. Non, Monsieur le metteur en scène, on peut regarder? Oui, pas de souci, c'est des images, je crois que c'est un des accompagnateurs, c'est Nicolas qui a dû les prendre pendant les répétitions. Quoi. Il a dû piocher un petit peu dans les répétitions. On regarde ça. Voilà. L'art est ici. L'art est ici. Et oui. L'art est au Théâtre de Plaisir, donc le 21 octobre. Donc tu vas jouer sur scène avec tes camarades. Exactement. Et Alain, pour la mise en scène du spectacle, il est très précis, il est très incisif dans les idées. Pour moi, c'est un expert du théâtre. J'ai découvert quelqu'un qui m'apporte beaucoup pour apprendre le métier d'acteur, de comédien, là, parce qu'on est au théâtre. Tu te l'avais déjà dit? Je ne l'ai pas payé, hein, c'est spontané.
Ouais. Merci, merci. Alors bien. Pierre, donc je disais que c'est pas la première fois que tu es mis sous les feux des projecteurs, parce que tu as réalisé un court-métrage sur ton histoire, sur ta maladie. Oui, qui est un Ça- espèce de grand coming out sur ma maladie, etc. Qui s'appelle Voilà quoi, qu'on peut trouver sur le web. Hein, Et qui parle de et qui parle ton quotidien sur sur un peu de mon quotidien, de mon vécu, quoi, par rapport à la maladie, oui. la maladie. Donc tu es atteint de schizophrénie. Donc, Avec deux grosses crises, une à 24 ans, une à 44 ans. Une rechute à 44 ans. 20 ans d'écart. À 20 ans d'écart, voilà. Et voilà quoi, c'est un court-métrage que tu as réalisé tout seul. Non, justement, ça a été fait dans le cadre d'Art Convergence. D'accord, que tu as rencontré à ce moment-là, à cette époque-là. À cette époque-là, exactement, et ça a été c'était le début d'Art Convergence, d'ailleurs, où où Laurence Dupin, qui a monté cette association Art Convergence, accueille des personnes qui auraient quelques talents créatifs, quelques talents, mais qui accueillent des personnes qui ont des problèmes psychiques et qui leur permettent de réaliser une œuvre. Et pas simplement de la réaliser, de la diffuser aussi. C'est-à-dire, on va, pour quelqu'un qui est peintre, aller jusqu'à l'exposition. Et pour nous, actuellement, qui faisons les comédiens, on va aller jusqu'à la représentation, le 21 octobre. Et ça, c'est important d'aller jusqu'au bout des choses. Et c'est très important, parce que bon, il y a de la pression. Hein, Ça concrétise quand même le projet. c'est-à-dire, c'est d'aller jusqu'au bout, quoi. Moi, j'ai toujours considéré, je suis vidéaste. J'ai une association qui s'appelle Ailleurs Production. Et pour moi, je considère toujours qu'il y a la préparation, l'écriture, la production, le tournage, le montage, et après la diffusion. Là, Que ça soit sur ma chaîne YouTube ou autre. Hein. Ouais, alors Donc il faut toujours diffuser quelque part. Il faut toujours exposer. Il faut toujours arriver à ce stade-là. à cette finalité des choses. Exactement. C'est important. Ben oui, on va pas garder ça dans les tiroirs. Non, justement, tu sais quoi, on va regarder le teaser de Voilà quoi que j'ai réussi à trouver effectivement sur YouTube. Quand tu vas mal, on te traite mal. Quand tu vas bien, on te traite bien. J'ai vécu des crises psychotiques qui ont été hyper graves, hyper dures. Je voyais pas d'issue. Je me suis dit, c'est foutu, je sais pas quoi. Ça a été insupportable. Pendant 2 ans, ça a été insupportable. Où la clé? Non, moi, ça m'a beaucoup fait rire parce que tout est fait avec beaucoup d'humour à chaque fois. Tu parles de choses sérieuses dans tes vidéos, mais avec... des choses graves, quoi, des même choses- un peu. Ah parce bah oui, que c'est une maladie grave. La maladie, elle te tient toute ta vie, quoi. Mais tu y Je mets prends une des touche médicaments d'humour. toujours. Et j'essaye toujours de rigoler des choses, un peu. Dans les créations, quoi. Et parce Là, que je sais pas si- la vie n'est pas drôle. La vie n'est pas toujours marrante, non, pour tout le monde. On traverse toujours des périodes, de toute manière, dans la vie où ça peut être difficile. Mais il en ressort après, j'essaye, dans les créations, dans les vidéos, j'essaye de faire ressortir quelque chose de positif, quoi. Bon, qui est peut-être humoristique, je sais pas, moi. Hein, je suis pas sûr, moi. Hein. Toi, ton ambition, c'est pas de faire rire. C'est de faire comprendre des choses. Ouais, plutôt, ouais. Ouais. Mais comme je suis monteur, le montage, c'est le rythme. Donc, dans le rythme, il peut y avoir l'humour qui arrive, quoi. Enfin, voilà. Quoi. Oui, malgré tout. Voilà, quoi. Ah oui, voilà. C'est quelque chose que tu dis souvent. Hein. Ah oui, j'arrête pas. Voilà, quoi. Et donc, ce court-métrage a quand même été diffusé dans plusieurs festivals, a même reçu le prix du jeune jury sur le festival Regard Croisé. Jury jeune, ouais. Jury jeune. Et puis, il y a eu d'autres diffusions, que ça soit en Belgique, à Bruxelles, à Lyon. Au Luxembourg aussi. Non, en non, Suisse. pas au Luxembourg. En Suisse.
en Suisse, enfin en France un peu partout. Mais ça a été au départ exposé dans un lieu d'exposition à Versailles, quoi, avec des peintures, des photos. Vous en avez vu quelques-unes là dans la bande, Dans le teaser qui est dans le ici. teaser. Ça a été d'abord une exposition au départ, et après ça est devenu un film qui a bougé dans des festivals ou dans des conférences aussi, Oui, où on papotait après ça menait la le débat. schizophrénie, etc., etc. Alors Alain, tu me disais quand on était au téléphone pour préparer cette émission, et on l'a dit tout à l'heure, que toi, tu ne posais pas de questions finalement sur Non. les particularités de tes élèves. Est-ce que là, aujourd'hui, tu découvres Oui. la maladie de Pierre finalement? Je savais qu'il était schizophrène parce que je crois que oui, on s'était Oui, D'accord, vous en échangé aviez là-dessus, parlé. mais voilà, pas plus que ça. Ah non, quoi. non, maintenant on n'a pas du tout discuté, on travaille. Oui. C'est-à-dire, je les pas ça qui est considère important, vraiment c'est pas ça comme, qui est ouais, important. voilà, je les considère comme des comédiens. Je dois travailler avec eux à la réalisation de quelque chose, et c'est ça qui importe. Et puis, alors bien sûr, tous n'ont pas d'expérience, enfin très peu, même pas aucun pratiquement n'a d'expérience de comédien. Donc de la rigueur que ça impose, de la confiance aussi que ça impose par rapport à moi, par rapport à mes demandes. Et ouais. Alain, il reste tout le temps patient. Hein. J'ai jamais vu Alain s'énerver. Il s'est jamais énervé, jamais. Attends, il y a non. jusqu'au 21 octobre. Hein. Ah non, mais non, en fait, c'est vrai Non, que mais c'est vraiment une patience incroyable et une détermination incroyable aussi. bah, ça va te Est-ce que plaire. tu restes vigilant sur certains aspects? Lesquels? Comme par exemple la fatigue que peut Ah oui, entraîner ça, oui. justement Oui. le fait de prendre des médicaments, un traitement qui est lourd. Oui, il y a pour fait- certains, on fait plus de pauses. Voilà, on fait quelques pauses. Ouais, plus fréquentes que si on était, voilà, que s'il n'y avait pas de problème de médicaments. Puis il y a aussi, oui, ou certains qui sont La âgés fatigue. aussi, de la fatigue et tout. Donc c'est ça qui est très bien, c'est que j'ai un groupe. Je crois que, je sais pas, Sarah, elle doit avoir quoi, à peine 20 ans. Oui, c'est ça. Il y a Sarah, Mehdi et Tanguy Qui sont très jeunes. Qui sont très jeunes. Et on a des plus âgés, puisqu'on a par exemple Claude et puis aussi Noël. Enfin, donc c'est bien ça, je trouve ça vraiment super intéressant d'avoir. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de clan. Ils sont 13, mais franchement, ça fait un groupe. On forme quoi. une troupe. Quoi. Ouais, ouais. Une vraie troupe avec de la bienveillance. Oui, beaucoup de Oui, oui. bienveillance, il n'y a jamais de critique, il n'y a jamais de moquerie ou quoi que ce soit, ou voilà, non, c'est... non, je trouve que c'est très agréable à travailler, en tout cas, voilà quoi. Alors, tu parlais d'expérience de comédien. En réalité, Pierre, mais peut-être que tu ne le sais pas aussi, il a joué quand même dans un court-métrage mené par la production Beyond, hein, c'est ça? Beyond Production. Un court-métrage qui a pour titre provisoire quelque chose qui rôde. Et ce court-métrage a été entièrement... Il y a un énorme making-of qui est en train de se faire de ce court-métrage, qui s'est fait, de ce court-métrage qui s'est tourné, mais qui est encore en montage Oui, actuellement. qui est récent, hein, c'était 2021-2022. Mais c'est pas sorti ça du tout. Ouais. Un énorme making-of qui parlera de la maladie psychique, qui parlera du cinéma, qui s'appellera Soyons fous, le documentaire. Le titre provisoire en tout cas. Et donc, ce que tu me racontais, c'est que tu as été payé en tant que comédien, donc tu as eu Oui, 15 oui. cachets, une quinzaine de cachets. Donc ça fait quand même de Pierre un comédien oui. professionnel. C'est mon relais de compétence au sein du groupe. Parfois, quand il y a un absent, je dis « Pierre, tu veux prendre sa place ?» Et il le fait au pied levé très bien, quoi. Donc, c'est quelqu'un d'important dans le Il groupe. t'en avait parlé aussi, Pierre, de ça? Là, un petit peu... D'accord, juste avant, tu Juste découvres. avant. Oui, Mais oui. il faut quand même que je dise que j'ai fait donc aussi un atelier théâtre en hôpital de jour à Saint-Germain-en-Laye avec Christophe Seguin, un metteur en scène, Christophe Seguin, et que la première fois que j'ai voulu passer la porte, je ne suis pas arrivé, quoi. C'était Et trop c'est une d'angoisse. ergothérapie, c'était trop d'angoisse, c'était trop...
Et c'est une ergothérapeute qui s'appelle Dominique Serre qui a exigé que je rentre dans le groupe, quoi. Et puis on m'a pas laissé le choix et je suis rentré comme ça dans le théâtre, quoi. Et alors, comment ça s'est passé cette première fois? Ça a été après, une fois que tu es arrivé sur scène. Après, enfin là, c'était pas sur scène, là, on était dans une salle et puis on faisait des exercices, quoi. Mais quand j'ai commencé, c'était vers 2008, j'étais flippé, quoi. Ouais. Et après, on est toujours tu t'es flippé, dit, ça fait pas si mal. Non, mais en tout cas, maintenant, j'arrive à m'éclater. C'est surtout ça que je veux dire, quoi. Alors que on m'a poussé dans la salle, on m'a poussé sur le... Physiquement Non, pas physiquement. Est-ce que je te vois faire ce geste-là? En parole. Dominique Serre, c'est une super ergothérapeute qui a été partout dans le monde, créé des centres d'ergothérapie. Et alors toi, après ce court-métrage, tu as cherché donc à avoir d'autres rôles? Oui, et puis j'étais pas très bien organisé, j'ai pas d'agent. Il y a une agence qui accueille des personnes qui ont des problèmes psychiques. C'est le Théâtre du Cristal, mené par Olivier Couder. Et donc, là, je lance un appel, parce que je lui ai laissé des textos. J'attends qu'il m'envoie un texte que j'apprenne pour être auditionné par lui, par Olivier Couder, du Théâtre du Cristal, parce que j'aimerais beaucoup avoir une agence qui puisse m'épauler dans la fabrication de mon book et puis dans la diffusion de ce book éventuel, quoi. Pour devenir plein temps comédien, acteur. À plein temps, c'est jamais à plein temps, parce que je sais que... Oui, mais pour avoir des rôles, qu'on te confie des rôles. Exactement. Ça y est, c'est une passion. Ouais, c'est bien. C'est-à-dire que avec le travail... j'arrive à prendre du plaisir, quoi, et ça, c'est ça. Puisque au début, quand j'ai eu le texte que Alain m'a filé pour le rôle que je vais jouer le 21 octobre, je lui ai dit c'est très intello, je sais pas quoi. T'as râlé un peu? J'ai pas râlé, mais je lui ai dit, et puis maintenant, je m'éclate dans ce texte. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Oui, c'est vrai. Il m'a dit, c'est un télo quand même, c'est un peu obscur. Je dis, non, tu vas voir, c'est très concret au contraire. Ouais. Et justement, dans les difficultés des personnes en situation de handicap, visible ou invisible, accéder justement à la professionnalisation de ce métier-là, quel est le recul que toi, tu en as? Je trouve que, pour prendre l'exemple de Pierre, sur un plateau, ça amène quelque chose de fantastique. Enfin, pour moi, c'est un acteur shakespearien. Pour moi, je le verrais vraiment dans des grandes œuvres. Ouais, c'est un acteur épique. Il y a plusieurs types d'acteurs. Ouais. C'est pas Tchekhov, mais pas tchéchovien, mais il est shakespearien. Il est moi, épique. J'écoute. Oui, non. Tu m'as envoyé, tu m'as envoyé des compliments. Je te renvoie l'appareil. Mais oui, non, mais c'est des métiers très difficiles. Mais c'est des métiers, finalement, qui s'attachent aussi à la singularité. C'est-à-dire que ça soit, peu importe quelle profil. Singularité, mais voilà, c'est quelque chose qui est présent. Même on voit le regard de la publicité, le regard de la mode qui est aussi en train d'évoluer sur la différence des corps, la différence des âges. Enfin, il y a tout ça. Je pense qu'il y a quand même un mouvement qui s'installe un petit peu pour ouvrir un peu plus grand les portes. Alors c'est pas un chèque en blanc pour la réussite, mais je pense que il y a toute la place pour des gens comme Pierre, oui, bien évidemment. Pierre, du shakespearien. Je ne sais pas si la vidéo qu'on va regarder maintenant est shakespearienne, mais c'est de ta production, de ton association Ailleurs Production, Ailleurs sans S, Production. On va regarder une petite vidéo qui est assez en raccord avec l'actualité sur le manque d'essence. Je suis en train de galérer grave.
Tout ce que je fais en ce moment, rien ne marche. Je vais devenir fou. Moi, je sais pas ce qui se passe. Ah, moi, je peux pas travailler avec des gens comme ça. Hein. Voilà quoi. Ça, c'est terrible. Pierre est terrible. Ils y vont, hein. Ils y vont, hein. Ils y vont, hein. Ils y vont, Ils y vont, hein. Moi, je fume pas de drogue. 12 francs 40, s'il vous plaît. Moi, je sais pas, hein. Qu'est-ce que vous désirez? Un paquet de drogue. Un paquet de drogue? 25,80. C'est positif de payer. Moi, je prends pas de café, hein. Qu'est-ce qui t'y prend alors? Je sais pas. Prends de la bière? Ça rigole pas, hein. Quel artiste. Ouais. Quel artiste. Vous faites la surprise. Hein, cette vidéo, oui, de... oui, c'est moi qui ai choisi de passer cette vidéo qui date de quand? Parce qu'on parle de francs. Oh, là. Alors ça, ouais, là, on est en si on est en 4 tiers, donc ça date de allez, début 2000. Bah, hein. je sais pas. 2000, 2001 peut-être. Ouais, avant 2000 peut-être. Oui, 2000, 2001, je pense, par là. Enfin, c'était quand l'euro Oui, c'est ça, c'est 2002. Ouais, ouais. Voilà, bah, c'est un peu avant. Un petit peu avant, quand on parlait de francs. C'est Et terrible. là, C'est terrible, hein, ce titre. Pourquoi ce titre? C'est terrible, la vie est terrible. Mais elle est terriblement bien ou elle est terriblement bof? Elle n'est pas bof, la vie. Surtout quand tu es sur scène? Oui, par exemple, quand je suis sur scène ou quand je suis sur une table de montage ou quand je suis en train avec ma caméra, elle est géniale la vie comme ça. Ouais, ce qui est le plus pénible pour toi, tu me le disais, c'est la solitude. Exactement, c'est l'inaction, la solitude, l'ennui qui en découle. L'ennui, parce qu'il y a plusieurs ennuis en fait. Il y a des ennuis qui sont des petites tâches d'ennui, ça peut être très bien pour se ressourcer. Mais il y a l'ennui qui mène à la souffrance. La solitude, l'ennui qui mène à la souffrance, ça c'est pas bon. Ouais. C'est pour ça que tu fais beaucoup d'activités quand même dans ta journée, y compris, pas tous les jours. Y compris à l'hôpital de jour à Saint-Germain-en-Laye. Oui, tu y vas oui, encore oui. aujourd'hui? J'y vais encore aujourd'hui. C'est un hôpital de jour où il y a une cafétéria. Donc on peut prendre des cafés, des Perrier, des sodas. Donc on peut toujours rencontrer un peu de monde. Mais je vais à quelques activités d'écriture, notamment de poésie. Je fais quelques activités là-bas. Je rencontre aussi ma psychologue là-bas, des infirmières. Ça te rassure d'être entouré comme ça? Ça me rassure, ça m'aide. Ça m'aide. Je sais pas si le mot rassurer c'est le meilleur mot. C'est pas une histoire d'être rassuré, c'est une histoire parce que avec ma psy on travaille. Hein. J'en sors pas toujours indemne hein, des séances. Ouais. Donc je sais pas si le mot rassurer c'est exactement le mot qui convient. Mais ça t'aide à te projeter, à avancer. Voilà, ça fait un. C'est un accompagnement dont c'est un accompagnement dont j'ai besoin à cause de la solitude beaucoup, parce que ma maladie amène cette solitude quelque part en fait finalement aussi. Donc tu te sens isolé par rapport donc je peux me sentir isolé, donc je vais tenir avec une journée, s'il y a une journée vide dans mon calepin. Je vais tenir à avoir un rendez-vous avec une infirmière pour pouvoir me lever assez tôt et me lever tôt et aller à ce rendez-vous, papoter un moment,
mais ça va ponctuer ma journée, que je ponctue aussi d'une autre manière. Hein. Avec des interviews comme ici. Aujourd'hui, c'est génial, la journée, elle est pleine. J'écris aussi un peu, je tiens un peu un journal, et puis je vais beaucoup au cinéma. Qu'est-ce que tu vas voir au cinéma? Ben, je vais voir des films d'art et d'essai en général. Enfin, même pas en général, tout le temps. C'est que ça, en fait. Oui, ouais. J'ai dans une salle d'art et d'essai, quoi, à Achères, le Pandora d'Achères. Là, je vais pas pouvoir y aller, là, ce week-end. Je vais pas pouvoir y aller à cause des problèmes d'essence. Je vais pas pouvoir aller au cinéma. Bon. Bah, comme le film commençait par les licences. Comme il y a un manque d'essence, je ne vais pas pouvoir aller au cinéma. J'avais choisi un peu le thème en raccord avec l'actualité. On va accueillir maintenant Annabelle, qui elle est allée rencontrer l'hôpital de jour de Montreuil, donc c'est dans le Nord, qui organise des sorties. Et elle va nous en parler plus précisément. Oui, bonjour. Donc voici Annabelle. Très contente d'être là, de rencontrer ces deux personnages. Je vous écoute, moi, depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Oui, donc moi, je suis allée voir un petit peu ce qui se passait en hôpital de jour, au CHAM. Alors, le CHAM, c'est le centre hospitalier de l'agglomération, de l'arrondissement du Montreuilois, donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, pour changer un petit peu de la capitale. Et donc, il faut savoir qu'un hôpital de jour accueille des personnes dont l'état de santé nécessite des soins ou des accompagnements pendant la journée, comme vous venez de le dire, mais qui sont en capacité de vivre chez elles quand même à domicile. L'idée, c'est vraiment de maintenir ce côté sociabilisation, un petit peu vie extérieure, mais aussi suivi, et de maintenir la personne dans un environnement et de prévenir surtout les périodes de crise. L'idée, c'est vraiment de repousser la crise si par exemple c'est une addiction ou si c'est une dépression, ou de repousser le jour où ça va se passer et d'essayer de voir quand est-ce que ça va arriver. Oui. Voilà. Apaiser. De la planir aussi. Exactement, bah oui, parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, j'en ai profité pour faire des sorties. Parce que l'idée, effectivement, en hôpital de jour, il y a pas mal d'activités. Donc, effectivement, des ateliers d'écriture, de peinture, il y a du théâtre. Mais aussi, l'idée, c'est de sortir de l'univers hospitalier, de sortir du côté médical pour peut-être délier les paroles, pour aussi penser à autre chose, pour remonter aussi le moral. Donc là, j'ai participé à un atelier d'équithérapie. En fait, on est allé en centre équestre. Donc, il faut savoir qu'en France, il y a à peu près maintenant, ça se démocratise beaucoup, hein, l'équithérapie. Il y a environ 400 centres maintenant qui font cette discipline. Donc là, c'était au Touquet-Paris-Plage, donc au Touquet, un beau centre équestre en plus. Et donc, j'ai suivi ces personnes. Donc, en plus, c'était leur premier jour. Et donc, c'était vraiment la découverte de l'animal. Donc, ils n'étaient pas dessus. C'était vraiment la découverte de l'animal, l'appréhension avec cette c'est quand même énorme. En plus, c'est des chevaux qui avaient avec eux, pour le coup, c'était des chevaux de balade, donc ils sont assez gros. Et c'était vraiment ce rapport avec l'animal, ce côté non-verbal que peut proposer un animal, que nous, on ne peut pas proposer, on a toujours besoin de parler. Et c'était... La sensibilité. Voilà, et ça a délié des choses. On a pu discuter, notamment des personnes assez dépendantes. Il s'est mis à pleurer d'un coup. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est ce côté, il se sentait utile. Il s'est senti utile de guider ce cheval, de se promener. On te sent ému quand même. Oui, non, c'était émouvant parce que vraiment, c'était un... Je découvrais vraiment... Je découvrais à la fois ce rapport au cheval que moi, je fais pas mal d'équitation, donc je me pose plus la question, je fonce au box, je le prépare. Je savais pas qu'il y avait ce côté impressionnant de l'animal. Donc c'était chouette. Et puis ces dialogues, ils ont parlé tellement facilement de leur pathologie, parce que c'est pas forcément facile. Et là, c'est vraiment... on discutait comme... entre potes, quoi. Tout simplement. Moi, c'est bien. Merci beaucoup. Merci, merci Annabelle. Pour toi, Pierre, c'est l'équitation. Ça me parle, l'équitation, parce que ma maman, elle a monté un poney club de toutes pièces. Hein. Elle a monté le poney club d'Ussel en Corrèze. Elle a été dans l'équitation toute sa vie. Maintenant, elle est à la retraite, quoi. Et ça me parle, les chevaux, quoi. Ouais. Moi, je ne monte pas trop. Tu as fait de l'équitation ou pas? J'en ai fait quand j'étais jeune, un peu. Ma mère m'a mis sur les chevaux, évidemment, mais je n'ai pas trop accroché. Ouais.
Enfin, j'ai la accroché. relation La relation avec le cheval, si. Mais monter dessus, J'aime ça beaucoup les t'intéressait animaux et la relation avec les chevaux, je comprends complètement l'équithérapie, quoi. L'émotion qu'on peut se transmettre entre le cheval et nous, Oui. quoi. Et il ressent tout, le cheval. Voilà, exactement. C'est ça qui peut Et être il peut être, créer le lien. il peut être apaisant, ça peut apaiser. Oui, il est dans une compréhension permanente, le cheval, par rapport aux personnes. Il peut également avoir peur, parce que quand la personne est Oui, très oui, énervée exactement, ou quoi, exactement. il n'a pas forcément envie. Des fois, il se dit, ben non, va te calmer d'abord. Et en fait, le fait d'avoir ce recul aussi, Oui. il peut dire, attention, là, moi, je veux bien être sympa avec toi, mais tu te calmes. Oh, Il y a aussi ce... C'est une relation qui se crée. Ouais. Voilà. Bon, merci beaucoup, Annabelle. Ben, On va merci à laisser vous. la place Oui. à Stéphane. Eh bien, est parti faire un petit peu de jardinage. Et plus précisément, il a été faire, vas-y, je t'en prie, de terre happy. C'est quoi la terre happy? Explique-nous tout. Alors, Terre Happy, c'est le nom de l'entreprise, de la structure qui nous a accueillis avec Stéphanie. Vous allez le voir dans le reportage. Et Terre Happy, c'est un jeu de mots entre la thérapie et effectivement, vous l'avez compris, le bonheur en anglais, happy, et la terre. Puisque Stéphanie, avec thérapie et tous ses collègues pratiquent l'hortithérapie, mettent en place des jardins thérapeutiques. En fait, leur vocation à eux, c'est surtout d'améliorer la santé des personnes vulnérables. Il s'agit de bien-être, plus que de thérapie. Et que ce soit des personnes atteintes de troubles psychiques ou d'handicap, des personnes âgées ou même des personnes en situation sociale vulnérable, Thérapie les accompagne donc sur des activités dans des jardins ouverts, sur des animations en hortithérapie. Ils peuvent également intervenir sous forme d'accompagnement de projets, par exemple dans des hôpitaux, dans des centres d'accueil, et ils peuvent également former des personnes qui le souhaiteraient concernant tous ces bienfaits de l'hortithérapie. Moi, j'ai partagé avec eux une séance dans l'abbaye de Maubuisson et je vous propose de regarder ça tout de suite à l'image. Tiens, celui-là il est beau. Et là ils sont tout collés ces deux. Ça te recentre de faire ça? Oui. J'ai découvert ça depuis un an, un petit peu plus d'un an, et franchement, la meilleure thérapie au monde. Est-ce que les radis sont gros ou ils sont petits? Ils sont petits, ils sont fins. Ils sont fins. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils grossissent? Mettre de l'eau. Arroser deux plantes. Alors arroser, mais est-ce qu'ils ont la place de grossir? Non. Ah, ils sont serrés là. Parmi les choses à faire aujourd'hui, vous voyez, on pourra revenir sur les radis. Ils ont besoin qu'on les dessert. Déjà, tu es dans un environnement où tu vas avoir des stimulations beaucoup plus douces que dans la ville. Et ça, on n'a plus trop finalement. Dans la ville, on est soumis au rythme de la ville, on est soumis au bruit. Tu vois, je ne parle pas de son, je parle de bruit, tu vois, en le disant. Aux odeurs, enfin tout ce qui va être assez agressif en fait. Du romarin. Oui, c'est ça. Pour recueillir du romarin. C'est du romarin, ouais. Oui, c'est le romarin. C'est le romarin. Bravo. Alors ce que je vais te proposer, regarde, tu vas prendre une feuille dans ta main, tu vas frotter et tu vas sentir. Ça c'est... Et tu vas me dire si ça sent la pomme ou si ça sent la tomate. C'est un peu mouillé. Les tomates, ça sent. Ça sent la tomate? C'est doué ça. Je préfère le rugby moi. Ah oui, c'est l'équipe de Toulouse. Exactement. Et moi aussi. Ah bah super. Salut. Alors comme on le voit dans le reportage, on parle d'hortithérapie. L'hortithérapie, c'est utiliser les plantes ou le jardin comme support pour des activités à visée thérapeutique. Bien sûr, des activités qui sont conduites et encadrées par un professionnel formé. C'est le cas de Stéphanie. Moi, d'ailleurs, tout au long de cette séance, j'ai trouvé qu'on était presque entouré par la présence de Stéphanie, qui nous guidait dans les différents ateliers, les différentes activités que l'on menait ensemble. Ce qu'il y a, c'est que l'hortithérapie, elle est surtout synonyme de bien-être. C'est ça qu'il faut retenir. Pourquoi? Parce que on est dans un jardin, il y a des odeurs, il y a les sons, ou le silence même, la vue, tout est stimulé en fait. Et ça permet effectivement, quand on se plonge dans un jardin ou quand on se plonge, pourquoi pas en forêt ou en pleine nature, d'être soumis à différents stimuli, que ce soit au travers des couleurs, des espèces. On avait des oiseaux
qui étaient tout autour et qui chantaient. Et les patients qui étaient présents étaient très sensibles à ça. Oui, c'est la reconnexion avec la nature, on en se fait. reconnecte avec la nature. Le fait de travailler, par exemple, dans un jardin, ça permet de travailler sa mémoire, sa concentration, ça apaise. On travaille également, mine de rien, la motricité et la souplesse. Oui. Puisque voilà, on va réaliser des gestes, des actes qu'on ne ferait pas habituellement. Donc, il y a un travail sur l'autonomie, sur l'estime de soi, sur la réalisation. Ça a été prouvé scientifiquement que ça apportait des bienfaits? Dans les années 80, déjà, il y a eu des travaux scientifiques qui ont montré que la simple vue de végétaux au travers d'une fenêtre dans un hôpital permettait à des patients, à la suite d'une opération, de se rétablir plus vite. D'accord. Donc rien que ça... Scientifiquement, c'est prouvé. C'est prouvé, rien que la présence de végétaux. Et puis on le sait, c'est un phénomène de mode aujourd'hui. On voit les fameux bains de forêt qui viennent du Japon. On dit qu'ils sont bénéfiques, mais ils sont forcément bénéfiques parce que rien que se promener en forêt, dans la forêt, les arbres vont absorber le CO2, rejeter de l'oxygène, donc on a un air qui est beaucoup plus pur. Il y a des essences végétales qui ont, et là aussi c'est prouvé, des pouvoirs tonifiants, anti-infectieux, anti-stress. On a mesuré également les rythmes cardiaques ou la pression artérielle de certaines personnes qui se promenaient dans un environnement naturel. Et on voit que tous les voyants sont au vert, qu'on a tendance à... C'est drôle. Voilà, exactement. Donc, simplement marcher en forêt aussi, ça va favoriser l'exercice, faire la circulation sanguine, l'exercice physique. On va mobiliser ses muscles. Et puis, ça va stimuler l'esprit parce qu'on va regarder tout autour. Et puis, voilà, on va éviter de penser à certaines choses qui peuvent être oppressante. Ouais. Et toi, Alain, alors tu es enfermé dans une pièce de théâtre bien souvent pour mettre en scène ou pour donner des ateliers. C'est quelque chose qui te parle Oui, parce que justement, il y a une injustice terrible dans nos métiers. C'est quand il fait beau, on est enfermé, on est dans le noir ou dans la lumière artificielle. C'est très rare. Il n'y a pratiquement pas de théâtre où le toit s'ouvre, laissant venir la lumière naturelle. Ah non, donc on est quand même un petit peu comme les chauffeurs de métro. Ouais, on est souvent. Et du coup, dès que j'ai du temps, je me balade. J'ai la chance d'avoir les buttes de Chaumont pas très loin de chez moi. Donc, oui, donc voilà. là, c'est vraiment un bel endroit pour effectivement. Et puis le jardinage aussi, j'aime bien. C'est vrai? Oui, je trouve que c'est quelque chose qui est effectivement très apaisant. Puis il y a une notion au temps, on voit les choses évoluer, les choses grandir. Enfin, et on est responsable aussi de la plante qu'on va mettre en pot, qu'on va suivre, élever, éduquer. Oui, à l'atelier, c'est ça. Hein, ils sont dans cette réalisation. C'est génial. Quand toi, tu as été hospitalisé sur tes deux épisodes que tu as eus... on a fait des balades, en effet. Et il y a même une balade déterminante au parc de Bagatelle, où il y a des fleurs, là, des champs de fleurs. Et ça, pour moi, ça a été... J'étais en pleine crise, hein, enfin en pleine... très, très down, quoi, comme on pourrait dire, très, très bas. Et ça a fait un déclic dans ma tête, quoi. Rien que de regarder les fleurs. Ah oui? Ça a provoqué quoi? Un déclic, je me suis dit, tu vas t'en sortir. C'était plein d'optimisme, en fait. Voilà, ça t'a apporté de l'optimisme. Ça m'a apporté un souffle et de l'optimisme. L'énergie positive. L'énergie positive, voilà, comme tu peux dire ça, ouais. Et puis, voilà. Ouais, donc comme quoi, ça a été un déclic très important. Ça a été vraiment important, effectivement, de faire ce genre d'atelier de terre à pied. Et c'est vrai que le nom est exceptionnel, parce qu'on comprend, ça donne tout son sens. Oui, et puis il y a une vraie démarche. Stéphanie, c'est une personne extraordinaire, et on ira la voir à nouveau, puisque là, on préparait, on faisait une espèce de paillage là, pour préparer la terre pour les mois d'hiver, et puis on y retournera au printemps avec d'autres activités, ça sera très sympa. C'est certainement pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de dépression pendant l'hiver, hein, qu'on manque de nature, la nature a perdu ses feuilles, etc. Donc j'imagine qu'il y a certainement une cause à effet de cela. Oui, il y a ma sœur Juliette, qui est clown, qui fait du théâtre aussi, mais qui m'a dit... pour rendre les gens plus heureux, il ne faut pas leur donner 10% de plus d'argent, il faut leur donner 10% de plus de nature. Ça, c'est une bonne formule. Donc Juliette, merci. On va essayer de suivre ce conseil. Merci Pierre, merci Alain. Merci on vous retrouve donc sur scène le 21 octobre au Théâtre du Plaisir. Non, Théâtre
plaisir dans le 78, mais ce sera certainement beaucoup de plaisir. Avec plaisir, voilà. Merci Stéphane pour cette chronique et merci aussi à Annabelle de nous avoir apporté donc plein de nouvelles choses, équithérapie, Terre Happy. Et puis merci, on va donc se retrouver le 21 octobre et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres talk shows pour être tous optimistes et confiants. À bientôt.